Et c'est un grand angle qui s'annonce tout simplement passionnant, puisque l'on va explorer ensemble les remous et les grandes mutations géopolitiques de notre planète avec l'un des meilleurs connaisseurs de notre monde. Bonsoir Gérard Chaliand, géostratège, écrivain, fin observateur de notre planète, comme je le disais. Et vous venez de co-signer ce livre, Atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident. Ça veut tout dire, on va le voir dans un instant. C'est aux éditions Autrement, et également en plateau avec nous, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir à tous les deux. Je commence avec vous, Gérard Chaliand. On se rend compte qu'en 3 ou 4 décennies, les rapports de force, eh bien, ils ont bien changé. L'Occident n'est plus dominant. Il s'est produit, on peut dire, une mutation extrêmement importante. Indiscutablement, vous vous souvenez peut-être que dans les années 90, les États-Unis régnaient seuls. C'était le monde dit unipolaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la multipolarité. Vous avez des États, je ne parle même pas de la Chine, qui est considérable, un rival extraordinaire, ou de l'Inde, qui compte. Aujourd'hui, par exemple, je rencontrais hier une représentante de l'Inde qui m'a dit « c'est quand même curieux qu'aujourd'hui, l'Inde est au-dessus de la Grande-Bretagne. Qui aurait pu croire ça il y a une centaine d'années ?» Et puis, vous avez indiscutablement un changement fantastique. Le monde est devenu multipolaire, avec des États comme la Turquie, qui font la pluie et le beau temps, puisqu'ils peuvent s'opposer à l'entrée de la Syrie et de la Finlande à l'intérieur de l'OTAN, alors qu'ils sont dedans de façon ambiguë. Ensuite, vous avez l'Arabie Saoudite qui, pour la première fois, dit à M. Biden « Non, nous n'allons pas vous suivre quand vous nous demandez de produire davantage de pétrole. » C'est comme ça. Le monde change. Gérard Chaliand, en tout cas, vous avez donné le menu de ce qu'on va aborder dans quelques instants. Oui. On va rentrer en détail dans quelques pays que vous avez déjà annoncés, mais je voulais revenir sur quelque chose qui m'a marqué dans ce livre. Vous n'êtes vraiment pas tendre dans votre analyse avec l'Europe sans cohésion et sans détermination réelle, vous dites, et avec les États-Unis qui ne peuvent répondre aux défis du moment. Voilà ce que vous dites. Vous savez, l'Europe, nous vivons dedans. Nous savons très bien que du point de vue militaire, à part les Français et autrefois les Britanniques, il n'y a personne. Militairement, nous sommes des nains. Ensuite, sur le plan de la cohésion politique, il se trouve qu'on est d'accord sur l'Ukraine, mais enfin c'est tout, ça va durer une saison. On est d'accord sur quoi? Les Polonais sont absolument, comment dirais-je, braqués sur la Russie. Les Grecs regardent du côté turc en se disant attention. Nous voudrions faire, comment dirais-je, un ménage avec les Allemands qui s'éloignent. Bref, politiquement, nous ne sommes pas présents. Et j'ajoute, pour finir, nous étions longtemps le centre de gravité. Aujourd'hui, le centre de gravité, tout le monde le sait, c'est l'Asie-Pacifique. Slimane Zeguidour, est-ce que ce déclin de l'Occident, c'est quelque chose de nouveau? Vous me disiez tout à l'heure, mais ça fait des années qu'on en parle pourtant de ce déclin de l'Occident. Écoutez, il y a un siècle, en 1920, il y a l'Allemand Oswald Spengler qui avait publié un livre intitulé « Le déclin de l'Occident ». Il y a un Américain qui s'appelle Lothrop Stoddard qui avait publié un livre intitulé « Le flot montant des peuples de couleur ». Donc il y avait cette obsession que les peuples de couleur allaient monter et que, à l'époque, c'était à la mode de dire que la race blanche allait perdre sa centralité dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai, on peut le trouver dans le livre de Gérard, il y a un siècle, la population européenne était le tiers de l'humanité. Aujourd'hui, elle n'en représente que 10%. Néanmoins, ce que nous appelons l'Occident, c'est que, par exemple, le BRICS, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine et Russie, c'est, du point de vue démographique, presque la moitié de l'humanité, mais le PIB des États-Unis est supérieur au PIB de tous ces pays-là, quand même. Oui, donc il y a quand même toujours une puissance, effectivement, économique. Ça, on l'a bien compris. Gérard Chaliand, on va s'appuyer sur un pays que vous avez cité, la Turquie. Le président turc, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il se positionne, ou du moins il essaye de se positionner en médiateur, voire en pacificateur. Est-ce que la médiation, finalement, est plus la chasse gardée des Occidentaux aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que comme il est à la fois dans l'OTAN et en même temps qu'il s'entend très bien avec Vladimir Poutine, il est en quelque sorte l'intermédiaire idéal. Il a réussi à se rendre indispensable, il s'agite beaucoup, c'est un tacticien remarquable, il est présent sur le plan militaire, en Libye, il est présent dans le Haut-Karabakh, il est présent à Chypre, il est présent en Méditerranée orientale, bref.
M. Erdogan, qui est pourtant dans une crise économique extrêmement importante, avec un chômage fantastique, avec 85% d'inflation, arrive quand même à se débrouiller pour être central. Et Slimane Zeghidour, ce qui est intéressant, c'est que Erdogan, on le voit aussi menaçant parfois, puisqu'il a annoncé qu'il voulait bientôt éventuellement lancer effectivement une opération terrestre contre les combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Sur la médiation, mais aussi sur le terrain, il faut compter sur lui. Oui, il est partout parce que son pays est au carrefour de toutes les crises. C'est ça le point central. Oui, par exemple, les territoires que les Russes occupent aujourd'hui en Ukraine et en Crimée étaient des territoires ottomans que l'Empire ottoman a perdu contre Catherine II. Par exemple, la Crimée, le nom de Crimée déjà est un nom turc. Krim, ça veut dire la forteresse qui a donné Kremlin d'ailleurs, qui n'est pas un mot russe, c'est un mot turc. Donc, et une partie des musulmans russes sont des musulmans turcophones, du Tatarstan, de la Bachkirie. Donc il y a un lien organique avec l'histoire russe. Ils ont fait 8 guerres contre l'Empire russe. Et 70% de son électricité vient du gaz russe. Une bonne partie du blé qu'il importe vient de la Russie. Donc il est contraint d'avoir de bonnes relations avec la Russie, tout en armant les Ukrainiens qui infligent des pertes assez sévères avec leurs drones contre les Russes. Il est effectivement dans l'OTAN depuis les années 50. Je pense qu'avec l'OTAN, l'OTAN laisse une marge de manœuvre. Par exemple, il fait des siennes avec la Turquie, il menace de mettre son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande. Comme disait Gérard, c'est un excellent tacticien. Gérard Chaliand, je rebondis sur ce que dit Slimane, puisque vous dites dans le livre que l'invasion russe en Ukraine, c'est une erreur d'appréciation grave de la part de Vladimir Poutine, et qu'au final, ce fut une aubaine politique pour les États-Unis, et également, ça a permis de ressusciter l'OTAN dont parlait Slimane. C'est une erreur considérable. De surcroît, ça a permis aux États-Unis, après la déconfiture de 20 ans de présence en Afghanistan et une retraite absolument vraiment désolante, de se refaire une virginité. Les voilà qui combattent par alliés interposés. C'est eux la figure de la liberté. Ils ont ranimé l'OTAN puisque la Finlande et la Suède veulent en faire partie. Donc ça marche très bien pour les États-Unis. Dans cette affaire, les Européens jouent un rôle très secondaire. Bon, nous appuyons, mais en fin de compte, qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Pas grand-chose. Les véritables vainqueurs de l'affaire, ce sont les États-Unis. Et puis derrière, il y a ce fameux rival chinois qui est vraiment la puissance de demain, qui profite de ce qui se passe. Justement, je voulais venir à la Chine. La Chine, l'Inde, des alliés, des acteurs incontournables actuellement, mais surtout pour les années à venir. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils étaient nombreux, mais ils ne pesaient rien. Aujourd'hui, ils sont nombreux et ils sont remarquables. Et ils sont remarquables sur tous les plans. Les Russes, ils étaient excellents sur le plan spatial et militaire. Les Chinois, ils savent tout faire. Et en plus, ils travaillent dur. Donc, effectivement, il faut les prendre au sérieux. C'est la première fois que les États-Unis rencontrent un rival qui réellement leur pose problème. Je voulais qu'on fasse aussi un arrêt sur le continent africain. Il y a quelques années, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal avaient énormément d'influence en Afrique. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est la Chine, la Russie qui posent leurs pions petit à petit dans plusieurs pays d'Afrique. Oui, mais nous avons été... Et la Turquie. Oui, mais nous avons été en quelque sorte, je dirais, dépassés par le néocolonialisme que nous avons pratiqué. On leur reproche d'être corrompus, mais nous les avons corrompus, ne l'oublions pas. La France est aujourd'hui mal vue dans tout l'Ouest africain. Les ex-puissances coloniales n'ont plus l'importance qu'elles avaient. Effectivement, il se passe des choses. Ceci dit, les Africains n'ont pas non plus pris leur destin en main. Ils restent en définitive des clients d'autres puissances qui profitent de l'extraordinaire, comment dirais-je, ressources à tous égards que présente l'Afrique. De surcroît, il y a une natalité excessive qui vraiment pose des problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh ben, je pense qu'ils vont déboucher sur des guerres civiles. Slimane Zeghidour, vous êtes d'accord avec le constat de Gérard Chaliand sur l'avenir de l'Afrique, justement? Oui, hélas, parce que tous les États qui sont nés des indépendances et dans les frontières
ont été dessinés par les deux puissances coloniales, France et Angleterre, peut-être une partie par l'Italie avec la Libye et l'Éthiopie. La seule frontière vraiment historique, c'est celle entre l'Algérie et le Maroc. Toutes les autres datent du 19e siècle. Or, ces frontières, les États qui ont émergé dans ces frontières décidées par d'autres, sont presque tous dysfonctionnels aujourd'hui. Donc, posent des problèmes de peuples qui n'étaient pas appelés à vivre ensemble et qui ont été coupés en 3, 4 parties. Et tous ces nationalismes aujourd'hui se réveillent. Et effectivement, le risque de conflits de frontières, de conflits civils, de migration, ajoutons aussi les migrations climatiques, du fait de la sécheresse ou des inondations, tout cela avec des États faillis, des États faibles et démunis, effectivement, ce n'est pas extrêmement réjouissant comme perspective future. Pour les années à venir, effectivement. Gérard Chalian, il nous reste 3 minutes. Je voulais profiter de votre présence sur ce plateau pour vous poser quelques questions un peu plus personnelles. Ça fait 50 ans que vous parcourez le monde, que vous avez vu le monde évoluer. Lorsque vous allez dans un endroit, dans un pays, dans une ville, qu'est-ce qui vous fascine le plus à chaque fois? Quel est le premier réflexe que vous avez dans une nouvelle destination depuis 50 ans? Écoutez, moi, d'une façon générale, ça fait 60 d'ailleurs, soit dit par parenthèse. Ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est rester longtemps. J'ai eu la chance de rester longtemps partout, dans les 140 pays que j'ai visités. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la perception de l'autre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer comme ça en pensant que vous êtes le seul type rationnel dans l'affaire et que vous jugez, jaugez, etc. Non, il faut être à l'écoute, il faut voir exactement qu'est-ce qu'ils éprouvent, etc. C'est ce que les Américains n'ont pas su faire, ni en Irak, ni au Vietnam, ni en Afghanistan. C'est très, très important. Alors donc, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, c'est comment m'apprivoiser avec eux. Entre autres, je cuisine. La plupart du temps, je cuisine leur cuisine. Là, j'allais vous demander quelle était la première chose que vous faites en arrivant dans un nouveau pays, justement. Vous cuisinez, vous essayez de... Oui, pourquoi? Parce que je leur montre qu'en quelque sorte, je ne suis pas complètement étranger. Je connais leur cuisine, je peux la faire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est impossible de parler toutes les langues. Mais au moins... Mais la cuisine, c'est universel. Voilà, exactement. Dans quel pays vous avez le mieux senti le pouls, justement, de ce monde qui change? Au Vietnam, les circonstances. J'étais au Vietnam du Nord en 1967, sous les bombardements américains. On m'avait chargé de faire une enquête sur comment est-ce qu'ils sont organisés pour résister à ce déluge de feu. Bon, j'ai vécu des jours fantastiques. J'ai énormément appris. J'ai su ce que c'est que la détermination d'un peuple qui décide, quoi qu'il arrive, de tenir. C'est un peu ce que les Britanniques ont dû faire pendant le Blitz en 1941, quand ils étaient bombardés. Ouais, j'ai beaucoup appris, là. Voilà. Et un des aspects les plus intéressants de la vie de Gérard, c'est qu'au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, il était à Alger et donc il a plein d'anecdotes sur l'Algérie naissante, dans l'euphorie de l'indépendance. Oui, il nous reste 30 secondes. Une dernière réponse. Comment vous avez vécu l'arrivée des nouvelles technologies dans le voyage et dans la découverte de l'autre? Ça a changé quelque chose dans votre rapport au voyage et aux autres, les nouvelles technologies? Bien sûr. Je veux dire, je m'y adapte comme je peux, parce que c'est venu un peu tard dans mon existence. Mais par exemple, grâce à ces nouvelles technologies, j'ai découvert des morceaux de famille qui m'ont dit « Tiens, on croyait que tu étais mort depuis longtemps. » Et puis voilà, ça fait 3 fois que tu mets les pieds en Argentine. Eh bien, imagine-toi que nous, on est en Argentine depuis 1926. Et toi, on croyait que tu avais disparu. Bon, voilà, je redécouvre, si vous voulez, à travers la singularité de ces communications extraordinaires, un monde qui, jusque-là, se dérobait. Voilà. Eh bien, merci pour ces magnifiques témoignages. Merci Gérard Chalian. Je rappelle le nom de votre livre, Atlas stratégique de l'hégémonie au déclin de l'Occident. C'est aux éditions Autrement. Merci à vous également, Slimane Zeguidou.